taille de délétion variable à cet endroit, toutes probablement promues par un mal alignement à la méiose féminine, générant une mutation nouvelle à ce locus. Alors, mutation nouvelle qui, si elle est transmise à un garçon, va donner un cas sporadique de myopathie de Duchenne. Si elle est transmise à une fille, va donner une femme conductrice qui pourrait un jour avoir un enfant atteint. Voici ce que ça donne, petit exercice simple, dans ce qu'on appelle une PCR multiplex. Vous avez dessiné des amorces d'amplification PCR pour les exons de cette région point chaud de délétion, l'exon 48, 51, 43, etc. Vous avez fait en sorte que les amorces soient choisies pour que vous puissiez distinguer les différents exons par la taille. Donc vous pouvez les répartir ici, et ici vous avez, je crois, un témoin en 1. Non, ce n'est pas un témoin, d'ailleurs, vous avez tous des malades partout. Mais vous pourriez avoir un témoin avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, avec 9 fragments de tailles différentes, chacun représentant un exon de cette région promue à délétion. C'est clair votre expérience? Prenez l'ADN d'un individu, c'est les garçons ici, de 1 à 10. Vous demandez, est-ce qu'ils ont une délétion du gène dystrophine? Tu as une question ou c'est un étirement C'est un étirement. Bon, donc vous prenez 10 enfants suspects de myopathie de Duchenne, les 9 exons les plus promus à délétion, distingués par leur taille. Alors évidemment, l'ordre n'a pas d'importance ici. Vous savez qu'ici, vous avez l'exon 48, etc., etc. Et vous allez me dire la délétion de l'individu numéro 3. D'abord, est-ce qu'il est délété? Oui. Il y a des bandes qui sont absentes. Si c'était une fille, ça serait un peu étonnant parce qu'elle doit avoir un X normal. Vous ne verriez pas ça. On ne peut pas détecter les conductrices par ça, vous êtes d'accord, hein, puisqu'il y a 2 X. On va amplifier les 2 X. On va amplifier l'X normal de la femme qui va complètement couvrir le bruit de fond de l'absence de la délétion. Ça, c'est un point important. Cette manip n'est pas quantitative. Elle est qualitative. Chez un garçon hémizygote, j'ai ou j'ai pas perdu l'exon machin. Alors, ce garçon numéro 3, qu'est-ce qu'il a perdu? Le 48, le 51, le 45, le 50, le 47, et là c'est le 52. Donc il a en gros une délétion depuis 45 jusqu'à 52 ou 53, je ne sais plus ce que j'ai dit. 52, d'accord? Donc vous dites, ce garçon a bien une myopathie de Duchenne, il a une délétion du gène dystrophine qui est située entre les exons 47 et 52. Le numéro 6, est-ce qu'il est atteint de myopathie de Duchenne? Le numéro 6, là, c'est un autre garçon. Vous avez bien l'exon 48, vous avez le 51, vous avez le 43, vous avez le 45, vous avez le 50. Ah, ce n'est pas le 53. Délétion de l'exon 53, d'accord? Etc. Vous regarderez ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un diagnostic génétique direct. C'est important qu'on en redira un petit mot. Diagnostic génétique direct, ça veut dire que vous avez, par l'expérience que vous avez réalisée, trouvé la mutation qui cause la maladie. C'est vraiment l'archétype du bon test génétique. Vous n'avez aucun risque d'erreur. Et une fois, et écoutez-moi bien, une fois que vous avez trouvé chez le cas index, l'enfant numéro 3 ou l'enfant numéro 8, la mutation du gène dans son cas particulier, alors vous avez un test génétique pour toute la famille. Quelle est la première personne que vous avez envie de tester, ou que vous pouvez proposer de tester à la famille de l'enfant numéro 3? Sa mère. Et c'est ainsi qu'un test génétique trouvé chez le cas index va pouvoir être transposé à la famille pour pouvoir dire à cette femme, vous n'êtes pas conductrice, vous n'avez pas la délétion de l'exon 3, ou vous êtes conductrice, vous avez une délétion de l'exon 3. Est-ce que cette expérience peut y répondre? Non, parce qu'elle n'est pas quantitative et il va vous falloir trouver chez cette femme une autre façon expérimentale de révéler ou d'exclure la mutation de l'exon, je ne sais plus combien, 40, enfin des exons 47 à 52 chez cette femme.
Pas par cette expérience, mais par cette recherche de mutation. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est très très important. C'est toute la mécanique des tests génétiques aux apparentés. J'identifie la mutation chez le cas index, et une fois que j'ai la mutation, je la recherche chez les apparentés. Pourquoi est-ce que je dis ça? Est-ce que je pourrais dire ça pour l'achondroplasie qu'on a vu en maladie dominante? Mais non, parce que c'est toujours la même mutation. Est-ce que je pourrais dire ça pour la drépanocytose? Mais non, c'est toujours la même mutation. Je n'ai même pas besoin de chercher la mutation du cas index. Je la connais. Même s'il est mort, mon achondroplase, je sais que c'était ça. Par contre, là, il y a hétérogénéité allélique, rengaine que vous connaissez bien maintenant, et par conséquent, vous devez connaître la mutation du cas précis, ce qu'on appelle... Alors le cas index, je ne vous l'ai peut-être pas dit, c'est l'index, c'est celui qu'on montre, c'est-à-dire celui que sur l'arbre généalogique, vous affublez d'une petite flèche pour dire c'est par lui que j'ai connu cette famille. C'est comme ça qu'est arrivé notre dossier dans le service. Je mets une flèche, c'est lui qui est malade. C'est le cas index, c'est celui qui nous montre qu'il y a une maladie génétique dans la famille. Donc voilà une expérience qui est très, très importante et qui aussi vous montre la démarche du diagnostic génétique direct, j'ai la mutation. Pourquoi je dis direct? Parce qu'on peut utiliser des détours pour le diagnostic génétique, ce qu'on appelle évidemment le diagnostic génétique indirect, qui s'utilise lorsqu'on ne connaît pas la mutation. Et ça, c'est un point important. On essaiera de... Je ne sais pas si j'ai des images là-dessus, mais c'est qu'on ne trouve pas toujours la mutation. C'est la génétique a un peu une trop bonne réputation de régner sur les maladies génétiques. On est loin de trouver les mutations dans tous les cas de maladie de Duchenne, par exemple. Et alors, on est contraint d'utiliser des artifices qui consistent non plus à détecter la mutation chez les apparentés, on ne la connaît pas, mais à pister le chromosome X sur lequel est cette mutation. Et c'est ça le diagnostic indirect, c'est d'étudier non pas la mutation, l'allèle mutant, puisque vous ne le connaissez pas, mais c'est d'étudier la ségrégation, la transmission ou la non-transmission du chromosome X qui porte la mutation que vous ne connaissez pas. Et la façon de faire, c'est d'étudier des variations génétiques, des polymorphismes qui sont au voisinage ou dans le gène dystrophine et dans n'importe quel gène, bien entendu. Il y a un truc assez original et qui est une découverte beaucoup plus récente à ce locus qui obéit en cela à la rengaine un gène, plusieurs maladies ou plusieurs phénotypes. Je vous ai parlé d'hétérogénéité allélique pour les enfants atteints de la même myopathie de Duchenne. Ils sont tous atteints de la même maladie et ils ont tous des délétions du même gène, mais ce ne sont pas les mêmes délétions, donc allèles différents. Une autre myopathie a été décrite par un monsieur Becker, qui s'appelle la myopathie donc, de Becker. Et de longue date, il avait été observé qu'elle était aussi liée au chromosome X. Elle avait le même mode d'hérédité quand elle se transmettait, mais elle était vraiment différente de la myopathie de Duchenne parce qu'elle est viable. C'est une maladie aussi dystrophique, avec un muscle lui aussi un peu hypertrophique, mais les hommes atteints de myopathie de Becker ont une durée de vie qui n'est pas forcément limitée. Ils peuvent terminer en chaise roulante, mais ils peuvent avoir des enfants. Et s'ils sont très malades du muscle, ils peuvent survivre à cela. Mais parfois, c'est leur cœur qui a une myocardiopathie qui peut les emporter à 40-50 ans. Donc on n'a pas du tout affaire au même phénotype, à la même gravité, à la même évolution, à telle enseigne que ces hommes peuvent avoir des enfants. Et il y a des formes familiales de myopathie de Becker avec des hommes qui ont eu des enfants. Parenthèse, un homme atteint d'une maladie, myopathie de Becker, est-ce qu'il peut avoir des enfants atteints? Malades. Vous savez, un homme qui a une maladie plutôt récessive liée à l'X, non. Parce que soit il a un fils et il transmet l'Y, et donc il ne transmet pas l'X, d'accord? Soit il a une fille en transmettant son X, et alors elle est conductrice, bien sûr, mais elle n'est pas atteinte. Donc il ne peut pas... Donc c'est un truc classique des questions d'examen national classant, etc. Est-ce dans un arbre généalogique, est-ce qu'un homme atteint d'une maladie récessive liée à l'X peut avoir des enfants atteints? Non.
est-ce qu'il peut avoir des petits-enfants atteints? Oui, si sa fille conductrice a des enfants à son tour. Donc un homme atteint d'une maladie liée à l'X a soit des garçons en bonne santé, soit des filles qui sont toutes conductrices obligatoires. Oui. Ben voilà. Alors, voilà, ben tu as raison. Oui, si sa femme était conductrice. C'est peu probable, mais ça peut arriver. Tu as raison. C'est typiquement, je vous demande, quand vous avez ce type de raisonnement, parce que intimement, vous savez très bien, tu sais très bien que tu poses une question de quelque chose de très improbable, de commencer par nous répondre le probable, comme aux familles. Pourquoi à nous? Attends, ce n'est pas l'examen qui est en jeu, c'est les familles qui sont en jeu. Il faut quand même d'abord que vous disiez à la famille de cet homme, monsieur, la grande probabilité, c'est que vous n'ayez pas d'enfant atteint, parce que lui, c'est ça qui l'intéresse. Et tu peux peut-être ajouter, vous aurez toutes vos filles qui seront conductrices, donc c'est important qu'elles soient testées plus tard, parce que ça, c'est une information essentielle. Tous vos garçons seront indemnes. Et une fois que tu as expliqué tout ça, tu peux peut-être dire, bien entendu, il faut pour cela être certain que votre femme n'est pas conductrice de cette maladie, ce qui est extrêmement improbable, puisque c'est une femme pour je ne sais pas combien, etc. Si cela le rassure, c'est très bien. Si ça ne le rassure pas complètement, on peut peut-être aller jusqu'à des tests qui pourraient exclure les délétions les plus fréquentes chez sa femme, mais uniquement parce qu'il connaît la maladie. Tu vois ce que je veux dire. Donc ta question est juste. Attention à bien doser je ne sais plus à qui je répondais par mail que la médecine c'est un art, c'est pas une science exacte, de bien doser la vérité vraie de la réalité, ne serait-ce que statistique, et puis l'exception incroyable qui serait que par malchance, cet homme tombe aussi sur une femme conductrice. Alors, malchance à une réserve près qui serait laquelle? Oui, si sa femme est effectivement de cette famille, alors là, tu as tout à fait raison. Le risque n'est plus du tout exceptionnel, c'est la probabilité que sa femme soit conductrice de la myopathie de Becker qu'il a, lui. Donc là, ça redevient tout à fait pertinent. Alors, je vous raccourcis l'histoire parce que vous avez compris. Bien sûr, c'est le même gène qui donne une maladie différente par sa gravité, son âge d'apparition, son évolutivité, sa fécondité. Et ce qui est très intéressant, c'est la mécanique moléculaire qui est derrière. Les délétions qui donnent la myopathie, on va faire une petite pause. Les délétions qui donnent la myopathie de Duchenne sont des délétions qui vont aboutir à une rupture de la phase de lecture. Donc parfois ce sont des petites délétions, peut-être juste un exon. Mais cet exon n'est pas en phase entre l'exon qui précède et l'exon qui suit. Donc vous allez avoir introduire la perte d'un petit segment de la protéine dystrophine, ce qui est grave, mais ce qui n'est pas létal, myopathie de Becker. Mais en plus, vous allez perdre toute la suite parce que votre machinerie traductionnelle va très vite trouver un codon stop et arrêter de traduire. Autrement dit, la protéine mutante de cet allèle ici, qui a une délétion d'un seul exon I, mais cet exon I n'est pas en phase entre H et J, va introduire un décalage de phase de lecture qui fait que tout le reste de la protéine du chêne, c'est-à-dire depuis l'exon, par exemple, 50 jusqu'à 75, est absent de la protéine. Donc on a une forme très grave, myopathie de Duchenne. Et puis vous avez au contraire ici une délétion de plus grande taille qui va emporter deux exons complets, H et I. Vous allez trouver un transcrit mature qui va avoir épicé FGJ, mais l'épissage FGJ va faire que la phase de lecture sera retrouvée et que seuls les deux domaines codés par les exons H et I seront absents de la protéine, alors que le reste de la protéine sera présent. C'est un truc qui vous indique, si vous ne l'aviez pas réalisé, mais ce n'est pas forcément facile à réaliser, que les exons ne commencent pas toujours avec +1 du codon. Les exons, ce n'est pas 1, 2, 3, puis je termine 1, 2, 3, puis je passe à l'exon suivant. Ça peut vous avez des codons qui sont codés par deux exons. Vous avez A, GC sur l'autre, et le AGC vous donne, je ne sais pas quoi, une tyrosine. D'accord? Donc, c'est ça qui est en jeu ici. C'est la phase de lecture entre les exons, et elle n'est que rarement respectée, et c'est cette petite organisation-là qui fait que à délétion
même parfois plus petite, le phénotype peut être beaucoup plus grave, parce que le transcrit anormal n'est plus en phase de lecture. Et c'est là où vient la stratégie thérapeutique. C'est bien intéressant. Toujours pareil, pourquoi ces trucs-là, que ça nous embête avec ces trucs-là? Mais si vous voulez traiter ces malades, et s'il y a un gros enjeu, parce qu'ils sont en train de mourir, si vous voulez traiter ces malades, il y a des essais thérapeutiques qui détournent des molécules qui font ce qu'on appelle du saut d'exon, c'est-à-dire des molécules qui vont qui vont conduire à un épissage anormal. Et si vous épissez l'exon H, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez ce malade qui a un Duchenne, il a perdu...